Limbi contre les cités Njoli Boïka Patrice ainsi que Njoli Elima Bilepo Jacqueline. Ici il y a l'acte d'appel numéro 108/2024, l'an 2024, le 15e jour du mois de novembre. Par devant nous les Badodo, greffier du tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu, a comparu M. Mboui Kapajika, officier du ministère public, pour le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu, lequel a déclaré interjeter appel contre le jugement rendu au tribunal de paix de Kinshasa à Sosa en date du 11 août 2024 sous le RP 10-721, chambre 1, en cause ministère public et partie civile, Madame Jolie Linto Babi contre Jolie Boïka Patrice et consorts. Au motif mal jugé, peine dérisoire. Il y a également un acte d'appel numéro 024/2024, l'an 2000, instrumenté l'an 2024, le 8e jour du mois de novembre, au greffe du tribunal des séances Kinshasa à Sosa et par devant nous, Balouti Godelive, greffier du siège, a comparu Madame Jolie Linto Babi, résident à Kinshasa au numéro 366 de l'avenue Kingombi, commune de Kitambo, lequel a déclaré interjecter appel contre le jugement prononcé le 11 août 2024 par le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa sous le RP 10-721 en cause ministère public partie civile Madame Jolie Linto Babi contre Jolie Boïka Patrice et Jolie Elima Bolipo Jacqueline au motif mal jugé. Et un troisième acte d'appel numéro 023/2024, instrumenté l'an 2024, le 24e jour du mois de septembre, greffe du tribunal des séances, Kinshasa à Sosa, devant nous, Balouti Godlive, greffier du siège, comparu, Maître Kavungu Samwangala, avocat barreau de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, porteur d'une procuration spéciale lui remise en date du 20 septembre 2024 par M. Njoli Boïka Patrice, lequel a déclaré interjecter appel contre le jugement prononcé le 11 septembre 2024 par le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa sous RP 10-721, par une, en cause ministère public, partie civile, Madame Jolie Babi, contre M. Jolie Boïka Patrice et Madame Jolie Bilepo Jacqueline au motif mal jugé. Faisant état de la procédure. IJ au dossier, une notification d'appel et citation à comparaître, instrumentée l'an 2024, le 2e jour du mois de décembre, à la requête de monsieur le préfet du tribunal de grande instance Kinshasa Kalamu, Souka Maklif, est donné notification à Madame Jolie Elima Bilepo Jacqueline pour l'audience de ce jour, à l'adresse indiquée ci-haut, y parlant à sa propre personne ainsi déclaré, le tribunal est saisi à l'égard de l'intimé Jolie Elima Bilepo Jacqueline, mais demeure non saisi à l'égard de M. Boïka Patrice ainsi que de M. Linto Babi. Mais puisque vous êtes là, vous acceptez de comparaître à Madame Linto Babi. Vous acceptez de comparaître volontaire Boïka Patrice ainsi que Jolie Linto Babi et sur exploit régulier à l'égard de Jolie Elima Bilepo Jacqueline. Oui, mais nous voulons également exprimer cette comparaison volontaire pour le compte de Madame Jolie Linto Babi, qui accepte également de comparaître. Il n'y a pas de problème. Oui, mais... Merci pour
Donc la parole vous est accordée, c'est contre le jugement RP 10.721 dans les dispositifs suivants. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal livre 1 et 2 en leurs articles 21, 124 et 126, vu le code civil livre 3 en son article 258, le ministère public entendu principalement reçoit le moyen exceptionnel d'incompétence personnelle soulevé par le premier cité et les déclare non fondés, subsidiairement dit établis en fait comme en droit les infractions de faux en écriture, d'usage de faux mis à charge du premier cité Joli Boïka Patrice, dit que les deux infractions sont en concours idéal. En conséquence, l'on condamne à 1 an de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs, récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai légal, ordonne la confiscation et la destruction de l'acte de cession, de construction et des transferts de droits d'occupation de parcelles du 3 mars 1964, le condamne au paiement de la somme de 5 000 $ en francs congolais à titre de dommages et intérêts au profit de la citante Jolili Tobabi pour tous les préjudices subis, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son arrestation immédiate, reçoit l'action réconventionnelle mue par le premier cité, mais la déclare non fondée, dit en revanche non établie en fait comme en droit les deux infractions à charge de la deuxième cité, Joli Bilé pour Jacqueline. L'on acquitte et renvoie de fin de toute poursuite judiciaire sans frais, condamne le premier cité Joli Boïka Patrice aux frais d'instance récupérables par 30 jours de contrainte par corps. 8 parties citantes, le motif de votre appel, et puis le ministère public, et puis il y aura la réaction. Comme il est de droit, la partie citante est devant votre juridiction pour faire acter son motif d'appel qui ne tient qu'à ses intérêts civils nationaux, comme le prévoit la loi. Puisque la partie citante a été bénéficiaire au terme du jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa d'une condamnation de la première cité au paiement de 5 000 $ payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts au profit de la partie citante. Et Madame la Présidente, nous avons considéré que le montant alloué par le premier juge à Madame Jolili Tobabi ne reflétait nullement l'étendue du préjudice qu'elle a subi. Tout simplement, Madame la Présidente, puisque ce procès qui a été initié devant le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa, la citation directe a été diligentée le 14 juillet 2022. Et cette décision est intervenue le 11 septembre 2024. Plus de 2 ans, Madame la Présidente, de procédure devant le tribunal de paix de Kinshasa contre Kassavou. Pardon, de Kinshasa à Sosa. Cela veut dire, Madame la Présidente, que l'étendue du préjudice est incommensurable et que le montant lui alloué en termes de dommages et intérêts est insignifiant, puisque Madame Jolili Tobabi, en plus d'avoir été injustement alors privée de son droit d'héritage par l'usage d'un acte de cession frauduleux,
et entachée de fausseté. Mais en plus de cela, elle a été obligée de saisir cette instance judiciaire pendant plus de 2 ans en dépensant des frais de justice, puisqu'il y a eu énormément de dilatoires de la part de la partie première citée, qui a tantôt relevé appel, tantôt fait une suspicion légitime à la Cour de cassation. Et Madame la Présidente, cette procédure qui a duré 2 ans a coûté énormément à Madame Jolie Tobabi, qui en plus également a dû recourir au service honoré des avocats. Et nous avons estimé que cette allocation de dommages et intérêts était insignifiante et que votre tribunal était appelé, si naturellement, Madame la Présidente, cette peine est confirmée, à ce que le tribunal puisse rehausser le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Madame la Présidente. Donc c'est là le motif d'appel que nous avons ainsi argumenté. Et si vous nous le permettez, Madame la Présidente, comme nous avons encore la parole, nous voudrions, Madame la Présidente, si vous nous permettez, soulever un préalable. Et ces préalables... Vous voulez compléter? Juste un petit détaillé par rapport au motif d'appel, surtout par rapport au préjudice subi par notre cliente, Madame Tobabi. En recourant au service des avocats, votre honneur, vous comprenez que 2 ans, plus de 2 ans, elle a vraiment beaucoup souffert financièrement. Et surtout, quand nous étions au premier degré devant le premier juge, il y a eu tellement de dilatoires et après dilatoire, c'est seulement Madame Babi qui diligentait la procédure. Il y a eu récusation du juge, il y a eu suspicion légitime, tout ça, c'était vraiment des préjudices pour que nous puissions solliciter que ce montant puisse être revu à la hausse. Nous avons dit. L'organe de la loi qui aussi est en appel. Fonctionne et travaille à travers vous, les juges. Il y avait le pouvoir de rendre des décisions judiciaires. Lesquelles décisions, Madame le Président, parce que nous sommes accusés à tort, sont frappés d'appel. Si seulement si la première décision n'avait pas été bien rendue, les droits congolais a donné l'occasion aux partis de pouvoir saisir les juges supérieurs que vous êtes pour corriger, en tout cas corriger, les décisions prises par les juges inférieurs. C'est-à-dire que c'est complet, c'est la loi qui donne ce pouvoir aux partis. Madame le Président, vous avez remarqué que devant cette cause, toutes les parties du moins, toutes les parties ont des reproches à faire au juge, au premier juge, dont les dossiers en appel en séjour. C'est-à-dire qu'il y a l'unanimité, sauf exception près. Dans cette unanimité, Madame le Président, vous verrez qu'elle est partie citant. Elle est partie citée et l'officier du ministère public que nous sommes partie procès pénal, partie principale au procès pénal, nous sommes aussi en appel. C'est-à-dire qu'il y a des choses à reprocher au premier juge, tant par les parties citants qu'aux parties citées et que le ministère public aussi, qui est partie prenante au procès pénal. Qu'est-ce que le ministère public reproche au premier juge, Madame le Président, pour que vous, juge supérieur, puissiez corriger l'œuvre du premier juge. Nous, en tant qu'organe de la loi, chargés de faire réprimer les criminels, Madame le Président, nous avons requis en son temps, vu la gravité des faits, la peine maximum. Mais curieusement, contre toute attente, Madame le Président, les juges, le premier juge, dans ses postulations et dans sa motivation, Madame le Président, va se contredire. En se contredisant, Madame le Président, il arrive à dédonner l'indécité, il arrive à condamner une peine maigre à l'indécité. Pourquoi nous disons ça, Madame le Président? Les juges confirment dans son jugement que vous allez lire avant de prendre une décision judiciaire à votre niveau, Madame le Président, que cette dernière, ayant fait partie devant une juridiction de TGI Calam, dans une cause enrôlée sur RP-TEL, celui-ci avait participé parce qu'il était participant et que, cela étant, il a participé à iser un document que nous sommes en train d'attaquer en fond
dont même le premier juge nous a donné raison, mais malheureusement il a condamné, il a dédouané, que celui-ci aussi avait fait partie devant le juge des grandes instances que vous êtes, tout en produisant ce document. C'est contredisant. Il dit, mais regardez, je vais condamner le premier cité, mais je vais quand même essayer un peu d'acquitter la deuxième cité parce qu'elle était de bonne foi. Et pourtant, dans les mêmes jugements, Madame le Président, les mêmes juges confirment que cette dernière a participé à l'usage de cet acte faux devant votre office tribunal. Cela a attiré l'oreille de l'officier du ministère public que nous sommes pour que réparation soit faite, correction soit faite dans cette confusion du premier juge. Comment pouvez-vous dédouaner les uns, Madame le Président, condamner les autres alors qu'ils ont agi ensemble, afin qu'on puisse transformer les droits que nous sommes en train de parler en ces jours. Parce que ces jours, Madame le Président, nous sommes à tort condamnés. À tort condamnés, mais nous faisons quand même notre travail. Voilà pourquoi, cette fois qui nous est ouverte par la loi, sur base de l'article 99 du Code de procédure pénale, Madame le Président, nous avons usé de notre pouvoir pour pouvoir vous saisir, afin que vous puissiez revoir à la hausse la condamnation d'une année de l'un des prévenus cité à son temps, et aussi, Madame le Président, revoir la condamnation de celui qui avait participé aussi à l'usage de cet acte faux. C'est pour cela, nous nous sommes dit, nous en tant qu'officiers du ministère public, nous devons aussi saisir par l'acte d'appel les juges supérieurs pour que celui-ci puisse faire ce que le premier juge aurait dû faire, tout en démontrant les faiblesses que le premier juge a étalées dans les jugements dont appelle Madame le Président. Quant au reste, si vous, juge d'appel, vous nous rencontriez sur les faits, parce que nous allons vous démontrer qu'il y a une faiblesse à tel endroit, la participation criminelle, mais celui-ci qui a participé criminellement dans une infraction et dédouané de quelle magie, nous ne savons pas. Voilà pourquoi vous qui avez encore 6 oreilles, vous qui avez le pouvoir sanctionnateur, de pouvoir sanctionner les juges, le premier juge, Madame le Président, vous allez nous donner une voie de sortie. Et la voie de sortie serait, alors sera de revoir ces condamnations réparées à la hausse. C'était ça, Madame le Président, le motif de notre appel. À 6 motifs d'appel. On a le premier moyen, c'est tiré de la violation du principe général du droit sur la composition régulière du siège consacrée par l'article 5 de la loi organique numéro 13 par 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des législateurs. Le deuxième motif d'appel, votre honneur, c'est tiré de la violation des dispositions des articles 10 et 54 du Code de procédure pénale sur la compétence personnelle du tribunal de paix, combiné avec l'article 7 de la Constitution. On sait que M. Joly Bouyka Patrice, étant fondé de pouvoir bénéficiaire de privilèges de juridiction, le tribunal de paix devait se déclarer incompétent car n'étant pas son juge naturel. Troisième motif d'appel, votre honneur, c'est tiré de la violation des dispositions des articles 10, 54, 10 et 13, 54 du Code de procédure pénale, combiné des articles 16, 77 et 75 de la loi numéro 16, barre 013, du 15 juillet 2016, portant statut des agents de service public de l'État. On sait que l'action sous RPJ 721, mise par Mme Joly Bouyka par citation directe, devait être déclarée irrécevable au vu du grade de M. Joly Bouyka Patrice fondé de pouvoir à l'office communal de contrôle, car il bénéficie des immunités de tous. Votre honneur, quatrième motif d'appel, c'est tiré de la violation du principe général du droit sur la cause de non-imputabilité en ce qu'en date du 23 mars 1964, lors de l'établissement de l'acte de session attaqué en faux, le premier cité, M. Joly Bouyka Patrice, alors
n'avait pas signé le dit acte de temps puisqu'en son temps, ce dernier n'avait que 10 ans. Cinquième motif d'appel, votre honneur, c'est tiré de la violation de l'article 124 du Code pénal congolais en conjonction avec la violation combinée des articles 21 de la Constitution et 86 du Code de procédure pénale sur l'obligation de motiver tout jugement. Là, nous avons 3 branches. Nous allons parler d'éléments matériels, d'éléments intentionnels, ainsi que de la contradiction des motifs et des dispositifs et de l'existence des motivations. Et enfin, le 6e moyen, c'est tiré de la violation des dispositions de l'article 126 du Code pénal sur la prévention de l'usage des films. Votre honneur, je m'invite directement à développer nos motifs d'appel. Je prends la feuille d'audience. Le premier motif d'appel, c'est tiré de la violation du plan général du droit sur la composition régulière du siège. Je prends la feuille d'audience, définitive d'audience. Définitive d'audience du 11 mars. Définitive d'audience du 11 mars, 10 juin et du 29 juillet. Plutôt du 1er mars. Votre honneur, attendez que les premiers juges sous les RP 1721 avaient en date du 1er mars 2024 pris l'affaire en délibéré pour son jugement intervenir dans les délais légaux. Il est intervenu 2 fois changement de la composition du siège, sans révertir le débat, en l'occurrence à l'audience publique du 10 juin 2024, ainsi qu'à celle du 29 juillet 2024. Que nulle part les juges d'appel ont dans les primitifs d'audience ordonné la réverture des débats, ni procéder à la lecture des procès-verbaux antérieurs. C'est à ce titre que la doctrine explique, je lis, en vertu de l'ordonnance du 14 mai 1886, approuvée par les décrets du 12 novembre 1888, une décision judiciaire ne peut être rendue par les juges qui ont assisté à toute l'instruction de la cause, tant dans l'intérêt des parties que celui d'une bonne justice. Réfère Mouchigo, les principes généraux du droit. Les mêmes auteurs enchéris qu'il résulte de tous les 42 arrêts que nous avons repris à l'inventaire dans les pages précédentes de notre étude, que le principe général relatif à la régularité de la composition du siège est essentiellement d'ordre public. Cette jurisprudence si constatante de la Cour suprême de justice ne nous étonne pas puisqu'il est universellement admis que pour être valable, une décision judiciaire doit être rendue par les mêmes juges devant lesquels toute l'instruction de l'affaire s'est déroulée. Il a été jugé. En cas de réouverture des débats à raison d'une nouvelle composition du siège, un résumé des débats antérieurs doit être donné et acté à la fin d'audience. À défaut de procéder de la sorte, il y a motif à cassation d'office. C'est l'affaire ici pour la compte du ministère public. Là, vous allez voir dans la page 341. Partant votre honneur, vous allez infirmer l'œuvre du premier juge dans toute telle situation. Le motif, c'est tiré de la violation des dispositions des articles 10, 54 du Code de procédure pénale sur la compétence personnelle du tribunal des paix combiné avec l'article 16 de la Constitution. On sait que M. Njoli Boyka Patrice étant fondé de pouvoir, je pense qu'il joue au dossier la notification de la promotion en grade
de M. Njoli Boyka Patrice étant fondé de pouvoir par l'Office congolais de contrôle, car cela ne tient que Votre honneur, je m'en vais à la décision entreprise en son 17e feuillet, 4e paragraphe, jusqu'au 5e paragraphe, 7e feuillet, 4e paragraphe. Les premiers juges motivent comme suit, entendu que dans les cas sous examen, le tribunal note que le citoyen Njoli Boyka Patrice déclare être revêtu du grade de chef de division en fonction des fondés de pouvoir au sein de l'Office congolais de contrôle. Et le tribunal constate donc, 4e paragraphe, les juges opinent comme suit, entendu que dans les cas sous examen, le tribunal note que le citoyen Njoli Boyka Patrice déclare être revêtu du grade de chef de division en fonction des fondés de pouvoir au sein de l'Office congolais de contrôle, que le tribunal constate donc qu'il n'a pas le grade de directeur ou son équivalent au sein de cet office étatique, que le chef de division ne bénéficie pas des privilèges de juridiction, que c'est à tort qu'il s'est dit bénéficier des privilèges de juridiction. Votre honneur, je ne vais pas, nous serons abondants. Mais les premiers juges violent les dispositions de l'article 10 et 54 du Code de procédure pénale. Parce que l'article 10 dit ceci du Code de procédure pénale. Cet article dispose: l'officier de police judiciaire ou magistrat du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation qui constate plutôt une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supérieur, nous sommes là, d'un cadre supérieur d'une entreprise para-étatique, d'un commissaire de district, d'un bourgmestre, d'un chef de secteur ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf en cas d'infraction flagrante ou d'infraction relative aux violences sexuelles, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique dont elle dépend. Et l'article 54 dispose que la juridiction des jugements est saisie par la citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable à la requête du ministère public ou de la partie lésée. Votre honneur, M. Njoli Boyka Patrice est cadre supérieur en vertu de son grade de fondé de pouvoir au sein de l'OCC. Donc un cadre supérieur bénéficie d'un privilège de juridiction. Par conséquent, le tribunal de paix devait se déclarer incompétent car n'étant pas le juge naturel de M. Njoli Boyka Patrice. En se déclarant compétent de juger M. Njoli Boyka Patrice, ce dernier a violé les dispositions visées au moyen. Nous serons très abondants avec des jurisprudences à l'appui sur ces motifs d'appel. Troisième motif d'appel. Votre honneur, tiré de la violation des dispositions des articles 10 et 13, 54 du Code de procédure pénale, combiné des articles 16, 17, 7 et 75 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des services publics de l'État. En déclarant que M. Njoli Boyka Patrice n'est pas bénéficiaire des privilèges de juridiction, le premier juge a violé les dispositions légales visées aux moyens. En ce que cette action, M. Njoli Boyka Patrice étant fondé de pouvoir au sein de l'OCC, ne peut pas être poursuivi par citation directe. Il bénéficie des immunités de poursuite. L'action devait être diligentée par le procureur général. Et le procureur général allait saisir
le juge naturel de M. Njoli Boyka Patrice. Votre honneur, en se déclarant compétent et puis en déclarant recevable la citation directe mise par la partie citante, le premier juge a violé les dispositions légales visées au moyen. Nous serons abondants et même au moment des répliques. Votre honneur, quatrième motif d'appel. Le quatrième moyen, c'est tiré de la violation du principe général du droit sur la cause de non-imputabilité. Votre honneur, M. Njoli Boyka Patrice est né d'une famille de 13 enfants. Il est né en 1962. Et en 1964, papa n'avait que 10 enfants. Les 3 autres sont nés après 1964, notamment la citante qui réclame que ses droits d'héritier a été violés. Votre honneur, à l'époque de la rédaction de l'établissement de l'acte de cession attaqué en faux, M. Njoli Boyka Patrice, au moment de la cristallisation des faits, n'avait que 2 ans. Et dans l'acte de cession attaqué en faux, M. Njoli Boyka Patrice n'a jamais signé cet acte. Il a été représenté par 3 de ses grands frères. 2 décédés, l'un restant en vie, Madame Jolie Lito, et plutôt Madame Jolie Elima Bilepo Jacqueline, deuxième citée dans la présente cause, intimée votre honneur. Donc, le premier juge, en condamnant M. Njoli Boyka Patrice, ou lors de l'établissement de l'acte n'avait que 2 ans, a violé la cause de non-imputabilité. Car au moment de la cristallisation des faits, ces derniers ne pouvaient pas agir. Ne pouvaient pas agir. Votre honneur, mais qu'est-ce que le premier juge a opiné? Je suis au 20e feuillet, 6e paragraphe, in fine, 21e feuillet, 1er paragraphe. Au 20e feuillet, le premier juge opine comme suit. Attendu que, dans les cas sous examen, le tribunal constate que l'écrit incriminé et acte de cession de construction et transfert des droits d'occupation des parcelles établi à Léopold Ville en date du 3 mars 1964 par M. Njoli Jean qui résidait sur rue Balouba numéro 353 dans la commune de Bandal à Léopold Ville, que le tribunal constate que cette cession a été faite au profit de ces 10 enfants, parmi lesquels figurent les 2 cités. Que cet acte de cession a été signé par les cédants Sien Njoli Jean et 2 cessionnaires, à savoir Njoli Ilondo Joseph et Njoli Boyka Jean. C'est devant Sieur Léopold Tekasso, administrateur territoire, assistant préposé au bureau de dépôt de convention à présence des cédants et ses enfants cessionnaires, qui devant les témoins André Mboyo avait déclaré que la dite convention lue par eux-mêmes reflète l'expression de leur volonté. Entendu que le tribunal constate qu'un cessionnaire, à savoir M. Njoli Boyka Jean, avait opposé sa signature sur cet acte de cession alors qu'elle avait à peine 10 ans d'âge, car né en 1954, comme l'indique son acte de naissance, dans une copie J au dossier, qui par ailleurs note le tribunal, la deuxième cité, Madame Jolie Elima Bilepo Jacqueline, était encore mineure, âgée de 16 ans, que dans leur état de minorité ne pouvait pas accepter la cession sans être représenté ou émancipé, encore au moins représenter les autres enfants, comme c'est dit dans l'acte de cession. Mais il chute en condamnant le premier cité Njoli Boyka Patrice
qu'il aurait établi l'acte, il aurait signé. Le premier juge a dénaturé les faits pour vicier sa motivation. Car M. Njoli Boyka Patrice n'avait pas signé. Il y a des Njoli Boyka dans leur famille. Il y a Njoli Boyka Jean qui au moment de l'établissement de l'acte avait 10 ans. Mais Njoli Boyka Patrice avait 2 ans et n'avait pas signé l'acte. Alors, en condamnant M. Njoli Boyka Patrice qu'il aurait établi l'acte, le premier juge a violé le principe de non-imputabilité et a voulu dénaturer les faits pour vicier sa motivation. Votre honneur, pareille décision mérite d'être infirmée dans toutes ces dispositions. C'est tiré de la violation de l'article 124 du Code pénal congolais livre D, en conjonction avec la violation combinée des articles 21 de la Constitution et 87 du procédure pénale sur l'obligation de motiver tout juge. Première branche, en ce que le premier juge se contredit dans son œuvre. Il y a contradiction entre les dispositifs et les motifs. Le premier juge a acquitté Madame Jolie Elima Bilepo Jacqueline. Ces derniers avaient signé avec ses 2 grands frères l'acte de cession attaquant. Il acquitte Madame, mais il condamne celui qui avait 2 ans et détruit l'acte en question. Le juge n'a pas motivé pourquoi il a acquitté et a détruit l'acte. Parce que vous acquittez celle au moment des faits, avait 16 ans, représentée par ses 2 grands frères, a signé l'acte. Vous condamnez celui qui n'avait pas signé et vous détruisez l'acte, sachant personnellement que vous avez acquitté les seconds cités. Donc, le premier juge s'est condamné. Deuxième branche, votre honneur, il y a insuffisance de motivation. Je m'en vais au 23e pays, 6e paragraphe. Troisième pays, 6e paragraphe fini. Le premier juge opine comme suit, entendu que dans les cas sous examen, le tribunal relève de la déclaration de la 2e cité Njoli Bilepo Jacqueline à l'audience du 23 janvier 2023 que leur papa les avait amenés au bureau de la population noire au niveau du stade des Martyrs et leur avait demandé de signer et on ne savait même pas le pourquoi de ces signatures. Que par ailleurs, le tribunal constate que les 2e cités persistaient et signaient qu'elle était mineure à cette époque. Mais il chute que donc, égard à ce qui précède, le tribunal constate qu'aucun élément suffisant n'indique la 2e cité Njoli Boyka et la 2e cité Njoli Bilepo Jacqueline avait participé à la confection de l'acte de cession attaqué. Par conséquence, le tribunal la mettra hors cause en disant cette infraction non établie en fait comme en droit à sa charge qu'il en acquittera à les renvoyer des faits de toute poursuite judiciaire sans frais. Mais le juge n'a pas motivé à suffisance le pourquoi il condamne le premier cité, celui qui n'avait que 2 ans. Il n'avait pas signé. Mais il acquitte celle qui avait 16 ans et puis il détruit l'acte. Votre honneur, le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision. Sur ce point, le juge d'appel que vous êtes, vous allez infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Votre honneur,
en condamnant les premiers cités Njoli Boyka Patrice, le premier juge a violé les dispositions légales de l'article 124, car l'élément matériel faisant défaut, pourquoi votre honneur, l'acte de cession attaqué en faux, pour la petite histoire, les fins Njoli Jean, les patriarches, s'est porté fort en... Je pense que le tribunal me suit. S'est porté fort en prenant une cession de créances au nom de ses 10 enfants. Et d'ailleurs, la main levée de la cession de créances le dit clairement. Les premiers cités, plutôt la partie citante, en son temps, n'étaient pas encore nés. Alors, comment les premiers juges auraient détruit l'acte attaqué en faux, sachant pertinemment que l'élément matériel faisant défaut? Car au moment de l'établissement de l'acte attaqué en faux, la partie citant et les 2 autres frères n'étaient pas encore nés. En détruisant l'acte de cession, le premier juge a violé les dispositions légales du moyen, car l'élément matériel faisant défaut, l'altération de la vérité faisant défaut, car au moment de l'établissement de l'acte, la partie citante n'était pas encore née. Donc, votre honneur, vous allez infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Et enfin, le 6e moyen, c'est tiré de la violation des dispositions de l'article 126 du Code pénal congolais en conjonction avec les dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale, car le premier juge non seulement a violé les dispositions de l'article 126, mais n'a pas motivé. Le premier juge, dans son 25e cahier, dernier paragraphe, il dit, entendu que le tribunal relève de l'instruction que les faits pour la 2e cité d'être embarqués comme co-requérante par les premières cités dans la cause sous RP 430 pendant devant le tribunal des grandes instances Calam ne signifie pas qu'elle cherchait de mauvaise foi à nuire au droit de la citante. Il reste sa petite sœur biologique que par ailleurs il a été démontré si haut que l'infraction du faux n'existait pas à sa charge. En conséquent, le tribunal dira également cette infraction de l'usage des faux non établi en fait comme en droit à sa charge et elle en acquittera à les renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire sans fait. Il acquitte la co-requérante qui a fait usage dans l'affaire sous RP 16430, mais il condamne, votre honneur, les premiers cités. Le juge n'a pas motivé sa décision. Pourquoi il acquitte la 2e cité qui avait fait usage? Et il condamne. Et par rapport à l'usage des faux, votre honneur, il faut qu'il y ait l'intention de nuire. Il faut que l'auteur présumé ou pas sache pertinemment que l'acte attaqué étant faux et fait usage pour tirer profit. Mais, votre honneur, la décision J au dossier, la décision sous RP 16430, cette décision avait condamné, je pense que cette décision J au dossier, cette décision avait condamné les citants, la partie citante.
Donc, en son temps, puisqu'il n'y avait pas l'altération de la vérité, et que la partie citante, avec les chefs du quartier Lingwala, se sont confectionnés une fiche parcellaire pour prétendre... Le tribunal constate que vous êtes en train d'entrer dans le fond. En principe, le motif d'appel ne se présente pas de cette façon-là. Vous aurez dû présenter sommairement les motifs d'appel et non faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous motivez même le motif que vous êtes en train de présenter. Alors, qu'est-ce que vous ferez au moment de la plaidoirie? Parce qu'apparemment, vous êtes en train de tout vider et au moment de la plaidoirie, vous risquez de ne rien dire. Logiquement, vous aurez dû présenter brièvement comme l'ont fait le ministère public et l'autre partie qui était la partie citante originaire. Donc, présentez brièvement le motif. Vous avez compris, maître? Ok. Parce qu'en principe, c'est de règles de la procédure. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'appellant qui présente sommairement? S'il faille procéder à l'instruction, on procède à l'instruction et on invite les parties à plaider. Mais ce que vous êtes en train de faire, comme le tribunal l'a dit tout à l'heure, qu'adviendrait-il ou que feriez-vous au moment de la plaidoirie? C'est ça le problème. Donc, limitez-vous à présenter le motif de manière sommaire. Présenter les 6 motifs d'appel et les derniers motifs, c'est tiré de la violation des dispositions de l'article 126 en conjonction avec les dispositions de la violation plutôt de l'article 87 du Code de procédure pénale sur l'obligation de justice. Donc voilà, de manière sommaire, les 6 motifs. Il y a des motifs plutôt d'ordre public et des violations des dispositions que nous appelons. À rafraîchir la mémoire du tribunal et du ministère public qui est en appel. Nous rappelons à l'attention du tribunal que le dossier sous examen, c'est en fait un conflit de succession. Le dossier sous examen, qui a été au premier degré, qui est également au degré d'appel, c'est un conflit de succession. Alors, nous rappelons d'abord au ministère public qui est en appel et qui a allégué faussement que s'il avait lu ce ministère public attentivement le jugement dont appel dans cette instance, il aurait remarqué que dans sa motivation, le premier juge a constaté l'absence de l'élément intentionnel dans le chef de la deuxième cité de la partie imprimée. Pourquoi cela? Nous sommes, comme il a rappelé, nous allons être brefs, comme il a rappelé, nous sommes en matière de succession ici. Il y a un des couilloux nommé Jolie Jean. Il a établi un acte de cession en 1964 au profit de ces 10 enfants qui étaient vivants et viables à l'époque. Après 1964, il a eu 3 autres enfants, dont la partie citante dans la présente procédure. Il a omis tout au long de sa vie de révoquer cet acte de cession et il est décédé en 1997. Et c'est là que les Romains commencèrent à s'empoigner. Par rapport à la partie intimée, puisque je reviens, il ne veut pas tirer profit de cet acte de cession pour exclure la partie citante et ses 2 frères, donc, et son frère et sa sœur, qui étaient nés postérieurement à l'établissement de l'acte de cession, dont elle également est bénéficiaire. Et tout au long de l'instruction, au premier degré, il a été démontré que la partie intimée n'avait aucune intention de bénéficier à lui seul, également à
fait à son frère, premier cité qui est également appelant ici, de la parcelle que leur père avait laissée. Donc c'était cela, la motivation du premier juge. Au-delà de cela, votre honneur, mais on a démontré dans la procédure au premier degré que ni la partie citante, ni son frère Joly Tito, ni sa sœur Joly Lili n'étaient exclus de la succession de leur feu père. La preuve, il y en a. Lorsque vous allez débuter l'instruction, on va brandir des pièces. Ils sont ici, devant le TGI, Kalamou, devant vous. Ils sont ici dans une procédure en licitation qui est encore pendante ici. Et les trois indivisaires de la parcelle de leur feu père, ils ont même réussi. Nous allons brandir les pièces au moment en temps opportun. Ils ont réussi à mettre sous séquestre l'immeuble, les loyers générés par l'immeuble laissé par leur feu père. Les séquestres judiciaires désignés et même le greffier divisionnaire du TGI Kalamou dans lequel nous sommes. Donc ils ne sont pas exclus. Donc, venir par après dire qu'ils sont exclus et voilà, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas ici, c'est une manœuvre frauduleuse tendant à perturber les choses. Et puis en plus, la partie intimée, parce que ce sont des correspondances entre avocats, nous ne pouvons malheureusement pas les brandir devant vous. La deuxième, c'était la partie intimée, a écrit par deux fois, il a écrit à ces deux parties pour qu'on se mette autour d'une table afin qu'on résolve amiablement tout ce qui nous oppose. Ils ne veulent pas, ils veulent rester dans la procédure judiciaire, ils veulent créer des manœuvres pour retarder les choses. Donc bref, nous disons au ministère public qui est en appel, que si la deuxième, si que la partie intimée n'a pas été condamnée par le premier juge, c'est parce qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse, il n'y a pas d'intention d'exclure la citante, ainsi que son frère Joly Tito et sa sœur Joly Lili, de la succession de leur feu père. Il les appelle d'ailleurs, il les a appelés à plusieurs reprises pour qu'ils soient ensemble, pour régler amiablement ce qui les oppose. Voilà à ce stade ce que nous, partis intimés, nous pouvons dire à votre tribunal. Ce n'est pas moi qui a fait l'acte, c'est mon père qui a fait. Et moi j'avais peut-être un bébé de 2 ans, j'étais encore les mamelles de ma mère. Alors, dans 5 ans, juge, pour rendre jugement. Ici, il y a un problème à sentiment. Le droit est dur, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, ma soeur, mais si tu n'es pas dans l'objet, tu n'es pas dans l'objet. S'il faut revenir à la famille, demander que Nazala qui t'aime, on pouvait opter bien, mais ne pas où il y a au fond d'Akabatu, pour que l'eau, comme on a makasi, non, ça n'existe pas. La loi est dure, mais c'est la loi. Papa Salaki, c'était volonté, il y a une volonté dans l'Aïté. Voilà ce que je voulais dire. Et le juge Rotala, où il y a 5 ans, principe, loi et lobby, nini. Et la session a fait plus de 30 ans. Et la session est allée vraie. Babanaki n'a parqué, le tribunal va condamner Bango. Parce que les usages de faux, on a 5 tribunaux à Kangabango pour les usages de faux. Nous voulions d'abord que votre tribunal puisse nous aider à vérifier si le premier cité a consigné des frais pour l'appel qu'il a formé. Puisque en appel, il faut qu'il y ait consignation. D'ailleurs, pour se conformer à cette exigence, nous allons nous-mêmes consigner pour notre appel sur le banc. Et nous souhaitions que votre tribunal puisse nous aider à vérifier
si effectivement ce devoir a également été accompli par le premier cité qui a relevé appel. Oui, nous avons interjeté appel, mais nous gardons les mêmes statuts. Nous gardons les mêmes statuts. Elle est participante. Votre honneur, la conciliation, oui, la conciliation est... Votre appel risque d'être irrécevable. Hein? Parce que le tribunal doit d'abord se déclarer recevable votre appel avant d'aller à l'instruction. Vous avez le droit de donner en partie. Si on était en matière civile, vous avez donné la totalité. Le temps pour vous de parfaire est tiré de la tardivité de l'appel interjeté par la partie Jolie Boyika Patrice. Et Madame la Présidente, cette tardivité est légale. Nous allons vous lire les dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale. D'abord, nous commençons, Madame la Présidente, par les dispositions de l'article 96. Voici ce que dit la loi, Madame la Présidente. La faculté d'interjeter appel appartient 1. Au prévenu, 2. À la personne déclarée civilement responsable, 3. À la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office quant à leurs intérêts civils seulement, et 4. Au ministère public. Nous poursuivons, Madame la Présidente. L'article 97 du Code de procédure pénale dit ceci, Madame. Sauf en ce qui concerne le ministère public, l'appel doit à peine des déchéances, être interjeté dans les 10 jours qui suivent le prononcé ou sa signification. Le prononcé du jugement ou sa signification, selon qu'il est contradictoire ou par défaut. Nous nous arrêtons là, Madame la Présidente. Et à ce sujet, Madame la Présidente, nous vous invitons, Madame la Présidente, à compulser l'acte d'appel formé par M. Jolie Boyika Patrice. M. Jolie Boyika Patrice a formé son appel le 24 septembre 2024. Le 24 septembre 2024. Contre un jugement rendu en date du 11 septembre 2024. Je tiens à préciser, Madame la Présidente, que cette partie n'a pas attendu qu'on lui signifie le jugement. Il a librement décidé de former appel partant du prononcé du jugement. Et Madame la Présidente, la disposition que nous venons de vous lire est claire. La loi est claire. C'est vous formez appel dans les 10 jours qui suivent le prononcé du jugement, et la loi est claire, elle a dit ou sa signification. Ou sa signification. Donc, lorsque vous faites une petite computation de délai, le jugement est prononcé le 11 septembre. Lorsque vous ajoutez 10 jours, ça vous fait le 21 septembre. Monsieur Jolie Boyika Patrice vient interjeter appel le 24 septembre, Madame la Présidente. Cet appel est tardif, conformément à la loi. Parce que, Madame la Présidente, il existe une disposition qui dit, c'est soit on procède on forme appel dans les 10 jours qui suivent le prononcé, ou sa signification. Mais monsieur a préféré faire appel partant du prononcé, eh bien, il est hors délai. La conséquence à tirer, Madame la Présidente, c'est l'irrécevabilité de l'appel qui a été formé par M. Jolie Boyika Patrice. Et vous tirerez les conséquences, Madame la Présidente, en déclarant cet appel irrécevable. Et vous ferez
bon du droit, conformément à la loi. Nous avons dit. Nous passe le temps inutilement. Hein. Vous direz irrélevant ce moyen. Pourquoi? Parce que la loi est claire. L'article 43 de la loi organique numéro 13, barre 011-B, du 11 avril 2015 portant organisation fonctionnaire compétente de gestion de l'ordre judiciaire dispose ceci. Au terme de cette disposition légale, les libérés, la Chambre qui prend une cause en délibéré en indiquant la date du prononcé. Le prononcé intervient au plus tard dans les 30 jours en matière civile, commerciale ou sociale et dans les 10 jours en matière répressive. Toutefois, le chef de la juridiction paie à la demande de la chambre saisie et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, proroger ce délai de 15 jours en matière civile, commerciale ou sociale et de 5 jours en matière répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée au parti. En matière pénale, lorsque le jugement ou l'arrêt est prononcé à l'absence des parties et au-delà du délai sans notification préalable de la date du prononcé au parti, les délais des recours courent à partir de la signification de la décision qui ne nous a pas été signifiée jusqu'à la date de ce jour. Votre honneur, il a été jugé et fondé la demande de relever de la déchéance encourue pour tardivité basée sur un cas de force majeure lorsque le jugement attaqué a été rendu hors délai légal et hors présence des parties et la signification était intervenue plus tard. Cour suprême de justice RP 2029. Votre honneur, c'est dans Odon Tchumbukabu, Cour suprême de justice, héritage de demi-siècle de jurisprudence. Les analyses juridiques Kinshasa 2015, page 546, numéro 124. Votre honneur, vous allez lire, plutôt, nous lisons les 15e payés de la décision entreprise. In fine, succès, le tribunal déclara les débats clos, puis la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi et à l'audience publique du 11 septembre 2024, à laquelle aucune des parties ne comparait ni personne en leur nom, le tribunal prononça le jugement suivant. Votre honneur, nous n'étions pas appelés et le prononcé était intervenu au-delà des délais prévus par la loi et cette décision ne nous a jamais été signifiée. Partant, vous direz irrélevant le préalable soulevé par la partie. Est-ce que l'appel du ministère public est tardif? Si le ministère public n'est pas tardif, les autres appels, même tardifs, même de nuit, même de quoi? Donc, par le fait de l'appel du ministère public qui n'est pas tardif, les autres appels, tardifs ou pas, nocturnes, tout ça, ça va être d'ailleurs, tout ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle incidents et autres, mais en droit pur, on appelle appel. Donc l'appel du ministère public couvre tout ce qui a comme retard, tout ce qui a comme irrégularité et autres. Je sais qu'on peut nous opposer en disant que nous n'avons pas intérêt. Oui, on a intérêt, c'est une exception d'ordre public. Nous avons dit. Non, vous êtes demandeur sur exception. Ils ont répliqué. La parole est accordée à l'organe de la loi pour vous. Mais l'officier du ministère public est là pour vérifier parce qu'il est gardien de la loi. C'est vrai que la loi, dans son article 43, la loi d'obsession, dans son article 43, était de la manière dont les juges vous jugent, vous pouvez prononcer des différents jugements. Quand, comment et à quel temps. Et cette même loi donne la possibilité aux partis qui sont succombants, qui gagnent des procès, à interjecter l'appel si seulement si les juges n'ont pas respecté les délais prononcés. C'est la loi qu'on vient de nous lire. Mais cependant, il y a aussi la procédure, Madame le Président, la loi de procédure pénale, celle qui organise même les appels, les recours ordinaires et les recours extraordinaires. De toutes ces lois, Madame le Président, quelle loi votre vice-tribunal devra s'apaisantir? Encore que, au regard du fait que l'officier du ministère public est en appel,
l'irrégularité ou la régularité de notre appel, Madame le Président, sont consommés par l'appel de l'officier du ministère public. Parce que le ministère public attire toutes les parties par devant votre guide tribunal pour prétendre les leurs moyens au regard des jugements prononcés. Si ce point, Madame le Président, sans pour autant donner raison ou tort à qui que ce soit parce que chacun a élagué la loi, l'officier du ministère public de séjour vous dit, Madame le Président, que je suis en appel. Quand je suis en appel, j'appelle toutes les parties. Je ne serai pas seul par devant vous, Madame le Président. Je ne serai pas seul pour prétendre de mes moyens parce que le premier juge a rendu telle décision. Quand je fais mon appel, quand j'acte mon appel, j'amène toutes les parties par devant votre guide tribunal. Dans l'hypothèse où votre guide tribunal déclarerait les appels irrécevables, quelle en sera la conséquence parce que l'appel du ministère public est là? Il va demander aux parties de taire les moyens? Je ne sais pas. Dans l'hypothèse où vous déclarerez les moyens soulevés par la partie appelant l'irrécevabilité de cette action parce qu'il y a eu d'activité, quel sera l'essor de l'appel du ministère public? Au regard de ça, Madame le Président, les droits étant logés dans les bons, Madame le Président, la simple compréhension des choses peut amener les juges souverains que vous êtes à prendre une décision conséquente autour des moyens proposés par votre justice tribunal. De ce qui précède, Madame le Président, vous allez recevoir ces moyens d'irrécevabilité de l'appel de la partie Ndoli, recevable, mais non fondé parce que cet appel est englouti par l'appel de l'officier du ministère public. Mais si par impossible, vous trouvez que ces moyens tiennent de vous, Madame le Président, vous direz au moins, il ferait l'application de l'article 43 du Code d'OFCJ, qui a démontré en suffisance que le premier juge n'a pas rendu la décision dans les délais. Le premier juge que nous sommes tous en train d'attaquer ici a rendu cette décision hors délai. Et quelle en est la conséquence? La conséquence, c'est les différents appels qui sont émis en dehors de l'appel de l'officier du ministère public, qui sont placés hors l'état, hors délai légal prévu par la loi. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort, mais c'est ce juge ici, le premier juge qui nous a amenés ici, qui a commis les fautes, qui n'a pas bien dit les droits, qui a fait des irrégularités, et dans les irrégularités naissent d'autres irrégularités. Dans cette hypothèse-là, vous allez constater que cet appel n'est pas recevable. Donc, vous allez vous rabattre sur le fait que l'article 43 vous donne pouvoir d'apprécier si jamais la décision a été rendue quand, et si c'est rendu dans les délais, ok. Si ce n'est pas rendu dans les délais, la même loi, la même discussion vous donne les possibilités de sortir, Madame le Président. En faisant ici, vous aurez dit un bon droit.